Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, rivaux territoriaux, concurrents commerciaux, tout oppose apparemment Indiens et Chinois et pourtant, c'est sans doute ensemble qu'ils mettront à profit leur immense potentiel économique. 22 milliards de dollars d'accords signés ces derniers jours. L'entente naissante va-t-elle ouvrir la voie à l'intégration économique de toute l'Asie? On en parle avec Lionel Friedfeld. Et puis au Libéria, la fin officielle de l'épidémie d'Ebola n'a pas résolu tous les problèmes du pays, loin de là. Confrontés à la pauvreté, de très nombreux jeunes n'ont d'autre recours que les mines d'or illégales. Croire au coup de chance et surtout risquer sa vie faute d'un vrai emploi, plongé au cœur du quotidien de ces enfants et adolescents. Ce sera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Et avant d'y revenir, petit passage en vue de l'actu économique international. Quelques statistiques d'abord en Europe avec la fin officielle d'un épisode de 4 mois de déflation. 0,0% en rythme annuel, inflation nulle donc pour la zone euro en avril, chiffre définitif Eurostat. Et sur un mois, on note même une progression de 0,2%. La guerre déclarée de la BCE, la déflation, semble commencer à porter ses fruits. Autre donnée, autre bonne nouvelle, c'est la balance commerciale. 23,4 milliards d'excédents en mars pour la zone euro, 3 milliards de plus qu'en février, avec une progression notamment des exportations de 11% sur un an. Notez aussi ce nouveau rebond des immatriculations de véhicules neufs, cette fois pour l'ensemble de l'Union, plus 6,9% en avril pour un total de 1,16 million d'unités vendues. Des nouvelles contradictoires de la Grèce. Bruxelles aurait proposé à Athènes un compromis qui permettrait d'accorder au pays un prêt de 5 milliards d'euros en échange de l'application par les autorités grecques d'une TVA unique à 18%, contractuellement 3 taux différents allant de 6 à 23%. Aucune confirmation de la part des deux parties, mais le gouvernement grec affirme qu'un accord sur la dette sera conclu dans quelques jours. La Commission évoque des progrès dans les discussions. Nous nous rapprochons d'une compréhension commune des réformes à adopter dans un certain nombre de domaines. Je mentionnerai le système de TVA, la création d'une administration des recettes entièrement indépendante et une stratégie pour aborder le problème des prêts non performants. En attendant, Yannis Varoufakis, ministre grec des Finances, indique qu'en cas de manque de liquidité, il préfère un défaut auprès du FMI plutôt que sur les salaires des fonctionnaires. En juin, Athènes, dont les caisses sont quasi vides, doit rembourser 1,5 milliard d'euros au FMI et 2,2 pour les fonctionnaires et les pensions de retraite. En bref, des images de la visite d'État en France du président de Singapour pour fêter 50 ans de relations diplomatiques. Tony Tan a été accueilli, vous le voyez, aux Invalides par la secrétaire d'État en charge de la famille, Laurence Rossignol, puis par François Hollande, vous le voyez, à l'Élysée. Au programme de son séjour, des discussions sur les échanges commerciaux et les investissements croisés. Il faut le savoir, Singapour est l'un des 5 seuls pays avec lesquels Paris affiche un excédent commercial. Et pendant ce temps, en Israël, c'est hier que Moshe Carlon a fait connaissance avec ses nouveaux bureaux à Jérusalem. Tout juste nommé ministre des Finances, il a donné le ton de ses objectifs. Plus de concurrence pour les banques, l'immobilier ou l'alimentation. Ambition affichée, réduire le coût de la vie pour celui qui a brisé il y a 3 ans le contrôle des grands groupes dans les télécoms. Nous allons nous concentrer sur les questions que j'ai abordées tout au long de la campagne électorale. Soit la gestion de la crise du logement, la concurrence sur le marché financier en particulier et au sein de l'économie en général. Car ma vision du monde me dit que la concurrence est le meilleur ami du consommateur. Et c'est en raison de l'absence de concurrence que les citoyens israéliens dépensent beaucoup d'argent. Et à mon grand regret, plus les gens sont faibles, plus ils payent. Plus ils sont riches, moins ils payent. Ces distorsions doivent cesser. Et puis c'est le pays du cacao et pourtant la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ne disposait d'aucune chocolaterie jusqu'à présent. Anomalie corrigée depuis hier avec l'ouverture à Abidjan d'une usine du groupe français CEMOA. 2000 mètres carrés de surface, un coût de 6 millions d'euros et une production annuelle annoncée à 10 000 tonnes. Inauguration en présence, vous le voyez, du président de l'État Alassane Ouattara. CEMOA espère séduire le marché de l'Ouest africain et ses 350 millions de consommateurs. En fait, ce qui est intéressant dans le marché sous-régional et son développement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une population qui va pratiquement être la population européenne qui peut être adressée aujourd'hui dans ce marché ouest-africain. Donc ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir travailler d'abord sur la Côte d'Ivoire, mais bien sûr de pouvoir exporter sur ce marché sous-régional qui lui aussi est en croissance.
Et un détour par la Russie, ce n'est pas une surprise. Contraction du PIB au premier trimestre, moins 1,9%. La plupart des experts et la Banque mondiale prédisent une récession supérieure à 3% en 2015. Avec nous, Éric Lewin. Éric, la parole est à vous. Les raisons de cette tendance sont, on le sait, multiples. Oui, on peut dire, David, que l'économie russe a limité les dégâts au premier trimestre avec un recul de seulement 1,9% de son PIB. On attendait un chiffre de l'ordre de moins 2,7%. Alors sur l'ensemble de l'année, on devrait avoir un PIB en recul de 3 à 4%. Alors il faut dire que l'économie russe est encore extrêmement dépendante du pétrole. Certes, le pétrole progresse depuis quelques mois. On a une augmentation de 10% sur les 3 derniers mois. Mais elle est encore extrêmement dépendante parce que les recettes d'hydrocarbures représentent 45% de ses recettes budgétaires et encore 66% de ses exportations. Et puis l'autre problème, ce sont bien sûr les sanctions économiques, les sanctions internationales qui ont poussé à la hausse des prix. On est actuellement sur une hausse des prix de l'ordre de 16%, tout simplement parce que les denrées alimentaires venant d'Europe et des États-Unis sont extrêmement chères. Cela veut dire que les taux d'intérêt sont aussi extrêmement élevés. On est sur des niveaux de taux de 14%, de sorte que l'économie a du mal à repartir. Alors il y a certes un mieux avec la réappréciation du rouble et avec cette remontée du pétrole, mais ce ne sera sans doute pas suffisant pour que l'économie russe reparte en pleine croissance. Ouais, moins 2,8% attendu officiellement à Moscou pour le total de cette année. Merci Éric. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle donne en Asie? Faut-il voir dans la visite ces derniers jours de Narendra Modi en Chine, avec 22 milliards de dollars d'accords économiques, le signe d'un vrai rapprochement entre New Delhi et Pékin? On le rappelle, ces deux pays pèsent un tiers de l'humanité, mais côté PIB, celui de la Chine est 5 fois supérieur à celui de son rival. Alors justement, rivaux, oui, mais jusqu'à quand? Avant de faire le point avec Lionel Friedfeld, Anthony Less revient sur la tournée asiatique du leader indien. Regardez. Un an après son arrivée au pouvoir, Narendra Modi s'illustre dans la diplomatie économique. Actuellement en Corée du Sud, le Premier ministre indien conclut une tournée asiatique d'une semaine. D'abord en Chine puis en Mongolie, le leader nationaliste a multiplié les gestes d'amitié et les contrats. Une constante cette année, partout dans le monde. En termes de politique étrangère, Modi pourrait prétendre à la note A+. Et il le pourrait, parce que concernant la liste qu'il s'est fixée, que ce soit dans son rapport avec les grandes puissances ou avec les petits pays voisins, son parcours a été impeccable. La Chine domine cruellement les échanges avec l'Inde puisque la balance commerciale est négative de 38 milliards de dollars. Elle risque de s'amoindrir puisqu'à Pékin, les deux géants asiatiques ont signé des accords pour un montant supérieur à 22 milliards de dollars, concernant notamment l'industrie et les infrastructures indiennes. Les deux pays ont déclaré vouloir dépasser leurs différends, en particulier celui des frontières avec le Pakistan, ennemi juré de l'Inde et partenaire de la Chine. Nous croyons tous les deux que nous devons maintenir cet élan pour organiser des réunions spéciales sur les questions des frontières et rechercher une solution juste et raisonnable qui fonctionne pour les deux côtés. J'ai suggéré que la Chine devrait avoir une vision stratégique et à long terme de nos relations. Et j'ai trouvé les dirigeants chinois sensibles à cette vision. Narendra Modi s'est ensuite rendu en Mongolie. Il y a signé 14 accords allant de la cybersécurité aux énergies renouvelables. Nous allons hisser notre partenariat économique à un nouveau niveau. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que l'Inde fournira une ligne de crédit d'1 milliard de dollars pour soutenir l'expansion des infrastructures économiques de la Mongolie. Dernière étape, Séoul. Modi a encore signé pour 10 milliards de dollars de contrats et a scellé un partenariat militaire. Cette diplomatie très active contraste avec l'inertie des réformes en Inde. Devant l'opposition parlementaire, il a dû repousser le vote de 2 réformes économiques phares, la modernisation radicale de la fiscalité indirecte et une simplification des achats de terres pour l'industrie et les infrastructures. Pour l'heure, la croissance, plus 7,5% au dernier trimestre 2014, est au rendez-vous, mais le manque de réformes inquiète. Bien sûr, il y a des inquiétudes concernant le fait qu'à moins que des réformes structurelles ne soient engagées, et c'est un autre élément clé de la politique de Modi, nous ne serons pas en mesure de soutenir ce développement. Ce manque de réforme est le point faible de Narendra Modi qui espère débloquer la situation nationale dès cet été. Pour l'heure, il veut proclamer à la face du monde que l'heure de l'Inde est arrivée et que son pays entend désormais jouer un rôle de premier plan dans les affaires mondiales. Ambition affichée mais difficile de s'affirmer dans l'ombre du voisin chinois. On accueille notre analyste financier. Bonjour Lionel Friedfeld. Bonjour David. Bienvenue à vous. Alors rivaux géopolitiques, ça c'est sûr, Inde et Chine. Est-ce que les intérêts économiques peuvent
prendre le dessus sur tout cela? Alors ils vont devoir, et d'ailleurs c'est une déclaration du président chinois qui a été notamment relayée par le ministère des Affaires étrangères chinois, en disant qu'il ne faut pas que les petits problèmes géostratégiques, politiques prennent le pas sur notamment la relation commerciale. Et c'est important, les problèmes géopolitiques il y en a, notamment parce que la Chine soutient le Pakistan, le rival de l'Inde. Avec un corridor en cours de construction. Ouais. Exactement. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, notamment bourde ou pas la télévision chinoise, quand le Premier ministre indien est venu en Chine, ils ont marqué une carte, ils ont montré une carte de l'Inde qui était amputée notamment du Pradesh et du Cachemire, deux régions qui appartiennent à l'Inde. Ouais, et puis il y a aussi ce déficit de l'Inde commercial par rapport à la Chine, et aussi le fait que la Chine tout simplement pèse 5 fois le PIB de l'Inde. C'est aussi des équilibres qui sont à rééquilibrer. Effectivement, surtout parce que la structure économique et commerciale entre la Chine et l'Inde est complètement différente. Il faut savoir que l'Inde, il y a quelques grands groupes, notamment basés sur la connaissance, des groupes comme HL, Tata Consulting Industries, qui fait partie du consortium Tata, mais Infosys également, des géants de l'IT et du outsourcing. Il y a également des géants comme Reliance Industries et des sociétés véritablement, notamment comme Mittal qui avait avalé Arcelor en Europe. Donc les thèmes d'entente, c'est vraiment ça, l'énergie, la matière première et les infrastructures. Plusieurs thèmes, effectivement. Là, il y a eu à peu près 20 milliards de contrats signés dans le transport, dans l'infrastructure, dans les sciences. Il y a énormément de collaborations qui peuvent être développées entre la Chine et l'Inde. Ils ne sont pas a priori concurrents, mais il faut savoir qu'il faut que ces géants puissent s'entendre. Ouais, complémentaire peut-être. Merci beaucoup Yann Friedfeld pour ces explications. Et cap sur l'Ouest africain, le Libéria figure parmi les 10 pays les plus pauvres du monde. Et c'est bien souvent en désespoir de cause que les jeunes, 60% de la population, se ruent vers un Eldorado plutôt douteux, celui des exploitations d'or illégales au sud-est du pays. Leur travail dangereux, pénible, mais face au phénomène, les autorités sont à court de solutions, comme nous l'explique Fleur Citruc. Regardez. Une pioche ou une pelle souvent trop grande comme seul outil. Les enfants sont nombreux à chercher de l'or dans ce camp d'orpaillage illégal de la région du Svedrou, au sud-est du Libéria. Ces enfants sont censés être à l'école, mais comme il n'y a pas d'école, vous les voyez tous ici. Certains d'entre eux ont 10, 12, 15 ans seulement. Ce ne sont que des adolescents, mais ils sont tous occupés à creuser pour chercher de l'or. D'après la loi, ça ne devrait pas arriver. Mais comme il n'y a pas de travail, vous les trouvez tous là. Ce n'est pas la fièvre de l'or, mais plutôt la misère qui pousse des milliers de réfugiés originaires de Côte d'Ivoire à s'entasser dans ces camps de fortune au beau milieu de la forêt tropicale. Des camps où il n'y a ni installation sanitaire ni centre de soins. Nous voulons que la communauté internationale nous aide à fournir des emplois et pousse les entreprises à nous aider. Si des entreprises s'installaient ici, il y aurait plus de Libériens au travail. Et le gouvernement aussi. Nous lui demandons d'aider les jeunes parce qu'ils représentent le futur de ce pays. Le Libéria fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde selon la Banque mondiale. Victime d'un chômage endémique, de nombreux jeunes issus de la capitale Monrovia viennent grossir les rangs des mineurs. Alvin Doé a dû interrompre sa carrière de footballeur faute de revenus. Il raconte que d'autres sportifs de haut niveau travaillent comme lui dans ces exploitations illégales. On a tous des parents, des proches, une famille et on doit les aider. Alors on se retrouve ici au camp à faire un travail qu'on ne connaît pas mais qu'on doit faire quand même. On doit lutter, magouiller. Même un ancien n'a rien ici. Les autorités, elles, ont renoncé à lutter contre l'orpaillage illégal. Actuellement, la jeunesse est surtout engagée dans cette activité illégale d'exploitation minière. Mais ce serait contre-productif de leur couper cette activité parce qu'on n'a rien d'autre à leur proposer en termes d'emploi. Tous espèrent trouver la pépite d'or qui changera leur vie. L'espoir en attendant un vrai décollage économique pour ce pays. Allez, c'est l'heure du Media Watch. Et d'abord, dans cette revue de presse, on revient sur les suites de l'affaire Kerviel en France dont on parlait hier. Les révélations de Mediapart ont fait leur effet. Bonjour Fleur Citruc. Bonjour. Alors une affaire totalement relancée à présent. Et oui, l'affaire Kerviel devient l'affaire Société Générale depuis que Mediapart a révélé hier que la commandante de police chargée de l'enquête jusqu'en 2012, eh bien, elle était convaincue que la hiérarchie de Kerviel savait. Des parlementaires de tous bords demandent désormais la création d'une commission d'enquête. S'il s'avère que la Société Générale a sa part de responsabilité
impliquée dans cette affaire, eh bien, les conséquences pourraient être très très graves pour la banque. Notamment, elle devrait rembourser 2,2 milliards d'euros. C'est un cadeau fiscal qui avait été fait par Bercy à l'époque. Ouais. Et puis Fleur, sujet plus léger à présent, le Festival de Cannes et un magazine américain, The Hollywood Reporter, qui publie un guide assez particulier quand même. Oui, où trouver de la drogue à Cannes? Je suis sûre que vous posiez la question, hein, David, comme d'ailleurs de nombreux producteurs californiens venus assister au festival. Le magazine de Hollywood Reporter, eh bien, il a résolu leurs problèmes avec cet article qui dévoile les bons spots pour acheter du cannabis, notamment à Cannes, avec quelques conseils très très précieux à la clé. Hein. Avant d'aller acheter sa drogue, eh bien, il faut laisser son badge du festival à l'hôtel, c'est recommandé. Également, ne pas prendre de grosses sommes d'argent sur soi. Alors le journal précise tout de même qu'en France, eh bien, le cannabis, la marijuana, c'est illégal, même s'il ajoute que les policiers ne sont pas vraiment à l'affût. Alors il cite aussi un festivalier qui affirme que des dealers de Paris descendent exprès à l'occasion du festival. Et enfin, pour les problèmes de jet lag, eh bien, un autre festivalier recommande le Donormil qui est vendu sous le manteau en France. Faites attention quand même, Fleur. Merci beaucoup et à demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. La Tunisie sera notamment au programme et l'info continue. Restez avec nous.